L'histoire moderne des mangas commence après la guerre avec Tezuka, qui dessine d'abord pour les garçons, après pour les filles. Et à la fin des années 60, ses premiers lecteurs commencent à avoir 20 ans et plus. Et il y a un certain nombre de dessinateurs qui ont commencé en lisant Tezuka, qui ont eux aussi envie de raconter d'autres choses. Et ces gens-là vont se retrouver dans d'autres revues, comme celle-ci. Donc là, ce sont deux revues d'histoire policière, qui vont être des revues qui ne sont pas vendues en librairie, mais qui sont destinées à des librairies un peu spéciales, puisque ce sont des librairies de prêt. C'est-à-dire que ça fonctionne comme une bibliothèque, mais à chaque fois que vous prenez un livre, vous le louez finalement. Vous payez pour pouvoir l'emprunter. Mais vous payez pour l'avoir chez vous 1 semaine, 2 semaines, pour avoir le temps de le lire. Et de cette école-là, qui est une école, on peut voir au niveau du dessin, plus réaliste, vont apparaître des gens qui vont publier ce premier magazine, celui où il y a la flèche, donc le magazine de gauche, qui est le magazine Garo, qui va publier des mangas, des bandes dessinées, à destination vraiment d'un public adulte, avec un dessin très réaliste, avec un discours aussi très politique. On est à la fin des années 60. En France, on est quasiment... on va pas tarder à tomber dans mai 68. Au Japon, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de mouvements sociaux, il y a beaucoup de révoltes. Donc, Garo, dans les titres publiés dans Garo, on va avoir des discours vraiment très, très vindicatifs. Les magazines pour jeunes garçons, les couvertures, c'est plutôt ça. Donc c'est plutôt gentil. On a quelqu'un qui a une personnalité qui va représenter une bonne image. Donc là, on a un joueur de baseball à droite et un lutteur de sumo à gauche. Et ce sont des célébrités de l'époque. Donc imaginez, aujourd'hui, on a un magazine de bande dessinée où en couverture, on a Zinedine Zidane qui pose avec un enfant. Ou David Beckham ou Zlatan qui pose avec un enfant. C'est un peu cette idée-là. C'est le thème qu'on retrouve aujourd'hui dans les grandes séries comme Naruto, comme One Piece. C'est essayer d'aller plus loin, toujours plus loin, de faire toujours mieux. Et là, on est déjà dans cette idée-là. C'est déjà l'idée d'essayer de se dépasser soi-même ou de réaliser un grand exploit. Le grand exploit, c'est souvent que le jeune héros arrive à amener l'équipe de baseball de son lycée en finale du tournoi de baseball lycéen. Le tournoi de baseball lycéen au Japon, il est national, donc c'est tous les lycées du Japon qui participent. Et c'est diffusé à la télé sur les chaînes nationales. Donc imaginez un tournoi de foot lycéen en France, vous avez tous les lycées de France qui participent, et tous les matchs, tout ce qui est match de poule, quart de finale, machin, c'est diffusé sur TF1 ou France 2, au même titre que les matchs de la Coupe du Monde. C'est cette idée-là. Et donc, pour les lycéens japonais, arriver en finale de ce tournoi, c'est quelque chose, c'est le rêve. C'est l'opportunité d'être repéré par une équipe professionnelle et finalement d'avoir un avenir assuré parce que ça peut leur permettre de signer un contrat professionnel à la sortie du lycée. Je vais revenir à Tezuka quand même, parce que je vous ai dit, il rate un peu ce virage au milieu des années 60. À partir des années 70, il va commencer à publier, à dessiner des bandes dessinées pour les adultes. Beaucoup considèrent que c'est la grande œuvre de sa vie. Il va la dessiner quasiment jusqu'à sa mort, et donc c'est toute une série d'histoires autour du mythe du phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Il a un dessin qui est plus réaliste, moins enfantin que ce qu'il peut avoir sur des mangas, par exemple, comme Astro Boy ou des titres plus anciens. Akira, au départ, c'est une bande dessinée d'un monsieur qui s'appelle Katsuhiro Otomo. C'est une bande dessinée qu'il va dessiner de 82 à 89 dans le magazine Young Magazine. Donc le dernier chapitre est publié en 89, mais le dernier tome ne sortira que 4 ans plus tard.
parce que il y a des... Otomo, à ce moment-là, en fait, termine la bande dessinée tout en commençant à travailler sur le film. Justement, il va sortir en 88 au Japon. Le dessin animé sort alors que la bande dessinée n'est pas encore terminée. En France, Akira va sortir en mai 91. La bande dessinée Akira s'est fait repérer en fait un peu par les journalistes parce que Glénat a choisi, l'éditeur, a choisi comme slogan Akira c'est violent et c'est beau. Alors les fans de BD ont aussi été un peu attirés par ce slogan bizarre et quand les premiers fascicules apparaissent, ben c'est vrai que ça fait tout bizarre parce que c'est une bande dessinée qu'à l'époque on ne connaît pas en France. C'est-à-dire qu'en France, avant Akira, il y a les comics américains évidemment, mais la bande dessinée, on passe facilement de Spirou et Fantasio, Cédric, à de la bande dessinée vraiment beaucoup plus adulte. Et là, avec Akira, on se retrouve dans quelque chose qui est un peu entre les deux. Donc ça fait un peu bizarre à tout le monde. Les dessins animés japonais qu'on connaît à l'époque, c'est Goldorak, c'est Candy. Donc c'est des dessins animés dont on dit c'est pas beau, c'est pas bien animé, c'est que des personnages qui bougent pas et des mouvements de caméra. Et là on se retrouve avec Akira, avec un dessin animé qui est tourné avec autant d'images qu'un film en prise de vue réelle, à peu près. Et surtout à l'époque en France, on croit que les dessins animés c'est pour les enfants. Les dessins animés qui sortent au cinéma c'est Walt Disney, donc là Akira va sortir en France sans interdiction. C'est-à-dire que ça sort en étant tout public. Et Akira va être vraiment la première bande dessinée japonaise à s'installer en France, à s'installer pour longtemps, sachant que c'est la première BD traduite qui va avoir autant d'éditions.